Alors, on a évoqué le profil, entre guillemets, type du contributeur. Le profil type utilisateur, utilisatrice, il n'y en a pas puisque c'est tout le monde. Bon, en effet, on peut imaginer que les élèves, les étudiants, c'est une grosse consommation. Les enseignants, les chercheurs aussi, évidemment, y compris pour aller chercher, s'en servir, on va dire, comme pour trouver d'autres choses, notamment des sources. Et puis après, c'est tous les internautes. Alors, il y a évidemment le petit débat sur ce que certains qualifient de génération Wikipédia, comme on pourrait dire génération TikTok, génération, etc. On peut prendre tous les grands sites et mettre génération à côté, et depuis 20 ans, avec la grande peur du copier-coller. Me concernant, j'ai l'impression quand même que le copier-coller n'engage que celui qui le pratique. Puisque si on peut répondre à une question par copier-coller, c'est que la question n'était pas bonne. Donc globalement, soit il faut changer la question, soit la personne va se rendre compte que le copier-coller n'est pas une bonne réponse. Et on espère que la formation à l'information, à l'usage d'Internet, etc., passe par le fait de dire que le copier-coller, c'est en effet un petit peu bête. Et il faut que les gens l'apprennent. Il faut que les exercices qu'on demande ne puissent pas être résolus par un copier-coller. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui évolue très vite. Je me suis rendu compte aussi, j'ai pris conscience de mon grand âge en me rendant compte que j'étais pas mal resté sur des débats, en particulier avec les profs du secondaire qui ont vu arriver Wikipédia et des pratiques de Wikipédia qui étaient un petit peu bêtes de la part de certains élèves à la fin des années 2000, au début des années 2010. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes instituts ou profs qui commencent leur carrière maintenant, c'est des gens qui ont utilisé Wikipédia depuis le CP. Donc le rapport à Wikipédia n'est plus du tout le même. On n'arrive plus du tout sur des questions de maîtres qui voient arriver des pratiques illégitimes faites par leurs jeunes élèves qui n'ont rien compris, mais les maîtres eux-mêmes sont des gens qui considèrent que Wikipédia est un outil qui a toujours été là et qui est normal. Donc évidemment que l'approche n'est plus la même et on n'a plus du tout ce regard moral et encore moins cette volonté qui existait à une certaine époque de dire je n'utilise pas Wikipédia parce que je suis intelligent et essayer de faire du virtue signaling, de critiquer Wikipédia parce que c'est le moyen de dire qu'on est au-dessus de ça et qu'on lit des vrais livres papier, quoi. Alors, entre la contribution et le vandalisme, il y a le canular. J'en évoquais un tout à l'heure dans le champ artistique, évidemment, notamment chez les artistes qui utilisent l'Internet. Il y en a eu, et il y en a qui sont plutôt intéressants. Il y en a un que je trouve très intéressant, c'est celui de Michel Serres, qui avait créé un musicien de je ne sais plus quel siècle, baroque, 17e, qui pouvait ne pas intéresser tout le monde et qui pouvait finalement passer un peu inaperçu. Et il avait félicité Wikipédia sur le fait qu'en quelques semaines, ou peut-être mois, l'article avait totalement disparu, et finalement il avait fait finalement il a fait ce canulaire pour au final prouver la véracité, on va dire, ou le bon fonctionnement de Wikipédia. Les canulars font en fait partie des choses sur lesquelles on peut tromper Wikipédia. Mais on revient sur deux phénomènes qu'on a déjà abordés rapidement. Je pense d'une part la question de l'importance d'une information pour les gens, quand je disais que quand je demande mon chemin, en fonction de là où je vais faire attention ou pas et je vérifierai ou pas. C'est sûr que si vous êtes sur une information qui est très importante pour vous, vous ferez très attention. Si on crée un article sur Wikipédia sur un personnage qui n'existe pas, mais donc précisément puisqu'il n'existe pas, personne ne va chercher une information sur lui. Si c'est un musicien baroque ou un fromage basque, il y a un fromage basque, un faux fromage basque qui est resté 5 ans en ligne. Si ça n'existe pas, savoir qu'il y a un fromage qui s'appelle Trucmuche, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça ne gêne personne et en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un spécialiste qui tombe sur cette page, alors que puisque le fromage n'existe pas, il n'y a aucune raison de tomber sur cette page pour se rendre compte que ça pose problème. Et ça ne pose pas vraiment de problème puisque de toute façon, ça n'existe pas. Donc, le pire qui existe, c'est que vous dites que quelque chose qui n'existe pas existe. Ouais. Et c'est comme ça aussi, parmi les canulars qui étaient censés remettre en cause Wikipédia, il y a Pierre Assouline, un journaliste et romancier qui avait dit des choses fausses sur lui-même. Les choses fausses sur lui-même, alors qu'il pratique le jeu de paume, donc un sport extrêmement rare, il avait dit « j'ai été champion de France ». Les résultats du championnat de France de jeu de paume, vous ne le trouvez nulle part. Que quelqu'un qui fasse un sport pratiqué par 4 personnes en France ait été champion de France, c'est crédible. Après, tout le monde s'en fiche qu'il ait été champion de France ou pas. Donc sur une information qui intéresse personne, évidemment qu'on peut tromper Wikipédia, parce que c'est une information qui n'est pas intéressante ni utile et qui n'a aucun enjeu. De même que moi, en tant que conservateur des estampes anciennes à la BNF,
Quand je fais un bouquin sur les graveurs du XVIIe siècle, si j'allais faire un article sur un graveur qui n'existe pas en donnant des fausses cotes des archives nationales, évidemment qu'il faudrait 50 ans pour que quelqu'un se rende compte, parce qu'on me fait confiance, parce que tout le monde s'en fiche, et parce qu'il faut que vraiment il y ait un hyper spécialiste qui retourne aux archives, voir si les documents existent ou pas. Donc en fait, on peut tromper Wikipédia sur les faits qui n'ont aucun enjeu par derrière et qui font l'objet d'aucun usage. Donc sur ça, on peut tromper Wikipédia, oui, mais on s'en fiche. Et on peut tromper une fois 1000 personnes. Pardon. Il y a aussi ces pays qui censurent. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils sont plus nombreux qu'il y paraît. Et on voit que la France a pratiqué au moins une fois la censure sur la page Wikipédia liée à la censure de Wikipédia. Alors, les questions de censure sont souvent plus complexes et ambiguës que ce qu'on pense parce qu'il y a toute une gradation. Donc, on va de la censure complète et totale, alors évidemment en Corée du Nord. Oui, là, on ne peut pas accéder. Hein, on ne peut pas accéder. Mais je ne sais même pas s'il y a des VPN. En Chine, avec VPN peut-être, mais sans VPN, on n'accède pas à Wikipédia. En Chine, on n'y accède pas et donc la Wikipédia en langue chinoise, en mandarin, est faite en fait par une diaspora. La diaspora, oui. Et de toute façon, la Chine a l'équivalent de Wikipédia qui s'appelle Baidu, qui n'est pas Wikipédia, mais qui est l'équivalent fait par des Chinois. Sous contrôle oui. du gouvernement. Et après, vous avez toute une gradation et éventuellement des interventions ponctuelles de certaines personnes, mais il est toujours extrêmement difficile de savoir si c'est de la censure ou si c'est une personne qui a voulu aller un petit peu loin ou qui ne comprenait pas. Quand vous avez globalement une adresse IP d'un ministère, y compris français, qui intervient, il y a quand même 9 chances sur 10 que ce ne soit pas une volonté de censure. C'est juste telle personne qui est peut-être cadre, qui est tombée sur un article où il s'est dit « Ah, bah ça, c'est pas tout à fait juste » et qui a voulu rectifier. Parfois, ça a été demandé par son supérieur qui lui-même était de bonne foi. Parfois, c'était pas le cas. Mais souvent, on parle de censure en allant, à mon avis, un petit peu vite. Il y a eu, moi j'ai été la victime d'une tentative de censure qu'on peut appeler de la censure, mais qui là encore était surtout beaucoup d'incompréhension dans la manière de faire les choses et finalement un manque de dialogue qui a abouti à une affaire qui est montée dans les tours sans aucune raison. Et si on s'était parlé beaucoup plus rapidement, il n'y aurait pas eu de menaces ou quoi que ce soit. Donc je suis assez critique sur la notion de censure dans les démocraties parce que c'est souvent en fait beaucoup plus une difficulté des systèmes traditionnels devant un mode de fonctionnement qu'ils ne comprennent pas, plus qu'une volonté de censure réelle. Alors une chose que je tiens à dire, récemment il y a même eu, pendant 1 heure, j'ai été privé de mes mails Gmail, comme plein de gens, c'était la catastrophe, 1 heure ou 2, un soir. Je n'ai jamais vu une page Wikipédia avec une erreur. Je n'ai jamais vu une page Wikipédia qui ne charge pas. Non, Wikipédia est un site extrêmement résilient qui fonctionne extrêmement bien. D'une part parce que ça fait partie des priorités, qu'il n'y a pas, parmi les choses que la Wikimedia Foundation doit faire, c'est donner accès à Wikipédia avec une bande passante suffisante et on sait à peu près ce que ça représente, donc on a suffisamment d'argent pour le faire, il n'y a pas de problème de fond, donc ça fonctionne. Et d'autre part parce que c'est un site extrêmement simple, c'est un site qui ne fait pas appel à des technologies complexes, ne fait pas appel à des technologies extérieures qui pourraient planter, et avec une volonté d'accessibilité pour tout le monde. Sur Wikipédia, un des enjeux, c'est justement ne pas faire des pages trop lourdes parce qu'il y a une tendance, en particulier dans les pays riches et occidentaux, à l'inflation de la taille des pages, mais sur Wikipédia, il faut être conscient qu'on est là pour le monde entier et que chez nous, à Paris, on est sur de la fibre. Et quand on va chez nos grands-parents dans un village au fin fond de la Haute-Saône, on se rend compte déjà que la DSL n'est pas toujours là et que les grosses images, c'est un petit peu pénible et finalement, c'est aussi bien que ce soit des miniatures et on les mettra plus grosses si on en a besoin, mais dans un premier temps, les miniatures, c'est très bien et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on commence à parler de l'accès à Internet au fond d'un village en Amérique du Sud, au Laos ou au Botswana, là, il faut des choses qui soient pas trop lourdes et qui fonctionnent bien. Donc, comme on veut que ça soit accessible, y compris au Laos et au Botswana, on fait appel à des technologies qui sont très résilientes, très sûres et des pages pas trop lourdes. Des pages pas trop lourdes qui chargent partout en effet, et qui finalement évoluent très doucement depuis 20 ans, et où le lien est resté du bleu de sa création, de sa couleur, par Tim Berners-Lee au tout début du web. Il y a plein de choses comme ça qui sont finalement
qui respecte les débuts du web, un fer à gauche, un texte noir, un fond blanc, comme tous les premiers blogs d'ailleurs des années 2000. Donc une fidélité comme ça à un mode de fonctionnement, un mode qui fonctionne partout sur tous les téléphones, tous les ordinateurs, et on espère que ça continuera. Alors il y a une petite tradition en fin de ces échanges d'une question que je qualifie de secrète, mais elle est bienveillante, et on va s'adresser, vous pouvez vous adresser en regardant les deux caméras qui vous font face, aux contributrices et contributeurs, aux utilisatrices, aux utilisateurs. J'imagine qu'il y a des débats sur le langage inclusif sur Wikipédia, évidemment. D'ailleurs, finalement, il n'y a pas de sujet qui ne fasse pas débat aujourd'hui sur Wikipédia. Si vous aviez un conseil à qui que ce soit, peut-être d'ailleurs pour aller chercher des contributrices dans des zones géographiques du monde où il n'y en a pas, ou peut-être encourager la responsabilité des utilisateurs ou des contributeurs. J'ai envie de dire, si vous aviez aujourd'hui précisément, à 2 semaines de la sortie à quelques semaines de la sortie de votre ouvrage, qui est très intéressant, qui raconte vraiment l'histoire de Wikipédia et aujourd'hui ce que c'est. Si vous avez un conseil à donner, une idée, un message à faire passer, il faut donner un petit peu à Noël, mais on peut le rappeler, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui? On est dans une école, on est à l'EPSA, on a des étudiants ici en art graphique, je le sais, tous ils y vont régulièrement. Si vous aviez un conseil à donner? Alors forcément, mon conseil, ce serait de contribuer à Wikipédia. D'une part, parce que c'est prendre part à un projet qui est, à mon avis, le plus excitant, le plus formidable projet culturel de ce début du XXIe siècle. Et on a la chance que ce projet soit collectif et soit ouvert. Donc faisons l'histoire ensemble et contribuons à Wikipédia. Mais surtout, d'un point de vue plus individuel et plus personnel, parce que contribuer à Wikipédia, c'est vraiment très très important pour comprendre comment fonctionnent plein de choses. Contribuer à Wikipédia, c'est apprendre à utiliser des sources, à chercher de l'information, c'est se frotter à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, c'est finalement se rendre compte de ce qu'est la connaissance, de comment on la cherche, de ce qu'on en fait. Et c'est du coup une approche qui est extrêmement enrichissante dans la mesure où on se rend compte qu'il y a plein de phénomènes que l'on aborde en contribuant qui sont centrales dans d'autres sphères de la société, que ce soit dans le monde des médias, dans le monde de la recherche, dans le monde politique, mais qu'on ne vous dira pas clairement. Et en fait, contribuer à Wikipédia, c'est lever le voile sur le fonctionnement de plein de choses que vous comprenez, auxquelles vous vous formez par vous-même et qui seront utiles pour plein d'autres actions que vous aurez dans votre vie. Donc, contribuez à Wikipédia, faites des erreurs au début, c'est pas grave, apprenez à le faire de mieux en mieux en fréquentant d'autres personnes, et si vous êtes un petit peu plus vieux, faites en sorte que vos enfants ne se contentent pas de lire Wikipédia, ce qui est déjà très bien, et de le lire de manière critique, mais que vos enfants contribuent eux-mêmes à Wikipédia. Il y a Wikidia qui existe pour les enfants et Wikipédia accessible à partir du collège ou du lycée, et c'est passionnant de le faire, et c'est à mon avis la meilleure des formations à la gestion de l'information. Et je m'en suis aperçu en préparant, c'est aussi une communauté qui est passionnante. On l'a évoqué avec tous ces débats et souhaitons que ça poursuive encore longtemps. Rémi Mathis, un grand merci. Merci beaucoup.